commencer avec l'histoire des ambiguïtés. Qu'est-ce que ça veut dire? En vrai, je me suis posé la question, les bâtiments civils, les bâtiments publics. Alors c'est vrai, gouverner, rassembler, ça c'était le thème majeur. Il se trouve qu'un bâtiment public aujourd'hui, c'est peut-être encore plus que ça. Ça rassemble beaucoup de fonctions. Donc c'est vrai que ça va. C'est pas par goût de brouiller les pistes, ni par envie de gommer les limites, blurring the limits, comme diraient les architectes anglo-saxons, ni même pour avoir envie spécialement de parler de l'hybridation des formes et des fonctions. Mais il se trouve que ces trois thèmes sont précisément au cœur du débat, j'allais dire mondial, de l'architecture. Et on ne voit pas pourquoi un bâtiment public serait différent d'un autre bâtiment. C'est bien de ça qu'on peut parler, et donc de complexité et d'ambiguïté. Alors aujourd'hui, c'est le jour du bac. Alors ça aurait pu être un thème du bac ce matin. L'ambiguïté, c'est une richesse, disait Borges. Et puis je pourrais partir de la conférence et vous laisser travailler dessus. Mais non, ce soir, je ne vais pas vous faire ce coup-là. Je vais vous montrer des images qui vont vous montrer que les choses sont assez, en effet, ambiguës. Donc, ces bâtiments qui masquent leur identité, c'est le thème de la conférence ce soir, en 8 parties. Alors voilà, je vais vous entraîner déjà sur le chemin de l'art. Il se trouve que les artistes se sont emparés beaucoup de cette question. Et avant qu'on transforme le Reichstag et avant qu'il y ait vraiment la réunification allemande, il y avait ce projet de cristaux sur le bâtiment, le wrapped building, donc un bâtiment emballé. Alors on est bien d'accord qu'on n'est pas dans l'architecture, on est dans le champ de l'art, mais vous noterez à quel point justement il crée déjà une ambiguïté. On sent que les choses vont évoluer, que le bâtiment peut devenir autre chose. Et puis quelques années après, et très récemment, Ellafur Eliasson, cet immense artiste islandais, travaillait sur la façade du Palazzo Grassi à Venise, qui a été racheté récemment par Pinault. Et l'idée était évidemment de faire une deuxième peau à ce bâtiment, donc une peau très contemporaine, qui justement allait en changer à la fois l'aspect. Donc on voit bien que les questions d'image, d'identité ne peuvent pas être d'un bâtiment, ne peuvent pas être dissociées de la question du concept. Et si on revient dans l'architecture, il se trouve que d'autres architectes, pour une médiathèque, c'est un bâtiment public, un bâtiment civil, un bâtiment civique, je devrais dire, et bien à travailler là d'une manière très structurelle, allant puiser dans des références organiques pour concevoir un bâtiment des plus intelligents et des plus intéressants au monde, la médiathèque de Sendai. Là, je vous ai mis simplement une photo de maquette, ce bâtiment réalisé en 2001, mais il montre comment, justement, les arbres, appelons-les comme ça, ce sont des arbres structurels où tous les flux passent. Voilà. Donc, et puis, il y a, dans la même idée du mouvement, de la connectique, on pourrait presque dire, puisque on voit bien cette idée, et je ne ferai pas de métaphore sur les spaghettis s'agissant de Rome, mais Zaha Hadid, pour la commande du musée d'art contemporain, le MAXI, parce qu'il y a un jeu de mots sur XX1, c'est 21e siècle, a donc travaillé sur la question des flux, ce qui va bien dans son travail. Donc, toutes les 4 œuvres que je viens de vous montrer, qu'il s'agisse de l'art ou de l'architecture, posent cette question de l'image de l'institution, de l'image, je l'ai dit, du pouvoir. Alors, regardons un peu ce qui vient de se passer récemment. Pour l'exposition universelle de 1998, sur le thème des océans, Alvaro Siza, avec la complicité de gens comme Cecil Balmond, cet immense ingénieur, a travaillé sur cette question de la tente. Comment un bâtiment public, puisqu'au début c'était un des pavillons, le pavillon du Portugal pour l'exposition, mais après c'était la question de savoir qu'est-ce que ça allait devenir, donc notamment un bâtiment institutionnel. Le premier réflexe d'Alvaro Siza, dont on connaît le travail immense sur la qualité de l'architecture, ses intérieurs et ses intérieurs, c'est toujours cette porosité qui sait si bien mettre en musique, a été élargi à cette question de l'espace public. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'il fallait absolument un espace de rassemblement. Donc on voit comment gouverner et rassembler, là on voit l'icône du thème
que l'école a lancé en pâture à tous les conférenciers. Donc voilà, ça pourrait être rien que ça, tout serait dit là. Et on voit bien comment ce lieu est un lieu qui a très bien marché pour l'exposition universelle, puisqu'on y trouvait, évidemment, là, on pouvait s'y rassembler, et puis on peut tenir des meetings, on peut tenir des assemblées. Donc ce lieu a vraiment une fonction très urbaine. Car j'aurais pu évidemment titrer la conférence tout autrement, j'aurais pu l'appeler « Du monument à la ville », parce que c'est ça la vraie tendance. Alors regardons les autres institutions récemment, l'équivalent de l'IFA à Rotterdam. Quand il s'est agi d'installer le NAI, donc l'Institut national de l'architecture aux Pays-Bas, déjà la volonté politique a été de ne pas le mettre dans la capitale, mais de le mettre dans la ville peut-être qui incarne le mieux la modernité néerlandaise, qui est donc Rotterdam. Et donc dans l'île des musées, ça n'a dit qu'une sorte de concept, en fait, c'est parce qu'elles sont rassemblées. Vous avez le fameux Boijmans juste en face. Eh bien, ce bâtiment de Joe Connen tient une place centrale. Il a donc une fonction quasiment de monument. Et donc, on voit bien comment l'architecture va tenir sa place, j'allais dire tenir son rang face à l'art. Donc là, il y a vraiment une scénographie de l'espace urbain par le bâtiment. Le bâtiment, ensuite, donc il y a cette partie centrale qui est posée sur, disons, un étang, où il y a un café très sympathique, et puis le bâtiment qui part, si j'ose dire, en banane derrière, eh bien, c'est le bâtiment des archives. Et on voit comment l'institution s'appuie sur sa mémoire, qui sont tous les dessins et les maquettes des architectes. Donc, si vous ne le connaissez pas encore, c'est à voir d'urgence, c'est au plein cœur de Rotterdam. Tout récemment, David Chipperfield vient de livrer ce bâtiment, je devrais dire cet ensemble de bâtiments à Barcelone, c'est la cité judiciaire. Alors s'il y a bien une institution, c'est le palais de justice, et il se trouve qu'on a eu en France des bâtiments très importants, et je reviendrai dessus tout à l'heure, sur ce thème quand le ministère de la Justice avait lancé un nouveau programme sur l'idée des cités judiciaires. Pourquoi je vous montre ce bâtiment de David Chipperfield, c'est que précisément, il est sur la question de l'icône de la justice, lui il retient l'icône de on pourrait dire de la bureaucratie, avec cette répétition de la fenêtre, incroyable, ça pourrait être un bâtiment quasiment dans les pays de l'Est, il y a bien longtemps, sauf que c'est très fin, parce que c'est du Chipperfield, c'est bien dessiné, il y a une très bonne rythmique, et puis évidemment les bâtiments laissent la place à l'espace public, donc vous voyez toujours ces points, identification et puis de l'institution et relation à l'espace public. Donc ça, c'est un mouvement très fort. Donc on voit comment après il a travaillé subtilement sur la couleur, mais néanmoins, on retiendra de ça, même là, qu'il a choisi le parti de la bureaucratie, ce qui peut faire peur. Pour prendre un autre exemple, justement, j'ai cherché des exemples où il y a des insertions dans le patrimoine. Je trouvais très intéressant cette confrontation des siècles de distance, comment on pouvait instaurer sur l'espace public un dialogue extrêmement fructueux entre un bâtiment public, l'hôtel de ville de Murcia en Espagne, en face de l'église. Donc là, on a vraiment les deux pouvoirs. Raphaël Moneo, là, nous donne une magnifique leçon d'insertion, de rythmique, là aussi, de l'espace urbain. Donc il y a là une théâtralisation tout à fait intéressante. Donc ce bâtiment, pour le coup, est complètement dans les codes habituels. Et puis il y a ce bâtiment, vous le connaissez tous, c'est un bâtiment public, c'est le bâtiment du ministère de la Culture qui, en fait, est né du regroupement de 3 bâtiments. C'est-à-dire que quand le concours a été lancé, les architectes avaient réfléchi à détruire tout ou partie des bâtiments existants. Et le concours s'est gagné sur l'idée, en fait, de ne rien démolir du tout, et au contraire d'unifier. Et comment pouvait-on unifier, suivant le projet de Francis Soler? C'était l'idée de justement unifier par une résille. Donc là, il y en a une tendance très très forte qui évidemment a dû faire pousser les hauts cris à Adolf Loos, qui en disait l'ornementation est un crime, sauf que là c'est complètement assumé, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un retour vers, et Herzog et de Meuron en sont peut-être les champions sur la planète aujourd'hui, de comment travailler sur le motif. Voilà, et donc il y a 2 choses, il y a 1, unifier des bâtiments disparates, et 2, créer peut-être une nouvelle relation au patrimoine. Ça c'était donc le projet de Francis Soler avec Frédéric Druot. Et puis j'ai cherché, je me suis dit, la police. Ah oui, alors la police généralement c'est pas le lieu où on aime traîner. Eh bien Saint-Denis,
c'est pas dans les quartiers durs de ce département du 93, mais quand même, je noterai là que l'équipe d'Ixtu a travaillé précisément sur, j'allais dire presque anoblir le commissariat de police, ne le sortir de sa banalité de bloc. Le bloc où on est arrêté, où ça se passe jamais, on n'est jamais à l'aise dans un lieu. Donc ils ont travaillé à la fois sur le plan urbain pour que le bâtiment soit en relation, donc une recherche assez contextuelle avec les bâtiments tout autour, et puis d'éviter la banalité en fait du programme. Donc j'aurais pu comme ça faire beaucoup d'exemples en passant en revue tous les programmes publics et notamment l'hôpital où c'est quand même souvent le désastre tellement il y a peu d'imagination, mais on sent que les choses sont en train de changer. Alors tout ça pour vous parler de contextualité qui me semble être le sujet extrêmement fort aujourd'hui. Contextualité, ça veut dire quoi? On ne parle pas d'une approche postmoderne, c'est-à-dire de reproduire le bâtiment qui est en face, on ne va pas vous parler de ça ce soir, mais plus de bâtiments qui sont en réaction à des situations principalement urbaines. Alors pour commencer, je vais vous ramener en Espagne avec Rafael Moneo, au Pays Basque, ce travail sur le centre culturel qui s'appelle le Cursal, sur la plage. Donc la ville de San Sebastián est une ville magnifique et il y avait à s'emparer du front de mer. Donc quand je dis s'emparer, c'est-à-dire c'est risqué. On a quand même des exemples de catastrophes totales d'intégration, ou plutôt de non-intégration d'un bâtiment dans son paysage. Et là, l'idée de frère Rafael Moneo, c'est justement de fragmenter la forme pour éviter déjà de faire une barre sur et puis de le mettre en mouvement avec ces bâtiments inclinés qui vont en plus avoir une texture tels les rochers. Et on voit bien comment le travail alors que c'est une texture plastique va absolument se verdir. Il a travaillé sur ces questions-là et on voit bien comment de jour le bâtiment peut être en relation avec son site. Alors on voit comment un bâtiment civil là, ne va pas chercher à montrer sa puissance, il va montrer au contraire comment il peut s'intégrer et faire partie d'un paysage. Et il se trouve que la nuit, et ça c'est aussi très très important, c'est peut-être nouveau par rapport aux bâtiments même comme le Palais de Chaillot, même s'il est très bien éclairé la nuit, c'est que ces bâtiments ont une autre fonction la nuit, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle assez magnétique. Vous voyez, c'est comme une lampe, si je puis dire, japonaise au bord de la mer au Pays Basque. Rappelons-nous, il y a quelques années, Jean Nouvel, dans une même relation à l'eau et face à la ville ancienne, avec le fameux pont de bois qui a brûlé à Lucerne, donc le pont du Moyen-Âge, avait cette commande de construire le centre. Il avait gagné le grand concours pour le centre culturel de Lucerne. Il avait imaginé au début l'installer sur l'eau. Mais il avait oublié une chose, c'est qu'en Suisse, il y a l'inviolabilité des lacs. Donc il a dû faire machine arrière. Mais il a donc repris le projet et il a fait rentrer l'eau dans le bâtiment. Je ne m'étendrai pas sur cette question, mais juste pour vous montrer comment là, il y a aussi une question du bâtiment public qui cherche au contraire à être en fusion avec un paysage, à être en relation, et alors qu'il abrite, et là aussi ça c'est nouveau, 3 fonctions, une philharmonie, un centre des congrès et un musée. Voilà comment le bâtiment public peut être mixte, hybride, comme je le disais tout à l'heure. Tout ça sous un toit fédérateur. Donc on voit bien qu'il y a une idée de rassembler. Il n'y a pas l'idée de gouverner, mais en tout cas le rassemblement populaire est très évident dans ce bâtiment. Il se trouve que le même architecte a gagné un autre concours sur l'eau et dans une autre complexité, et une autre plutôt complexité de situation, qui est d'abord d'exporter, si je puis m'exprimer ainsi, l'image du Louvre dans le Golfe. Alors il se trouve qu'il n'est pas tout seul, car le projet s'installe à côté du Guggenheim. Donc, vous voyez la lutte des titans entre les institutions. Le Guggenheim avec Frank Gehry, et il y a un bâtiment de Tadao Ando, un autre de Zaha Hadid. Vous voyez, toutes les institutions sont là avec les grandes signatures de l'architecture. Donc, le casting, si vous me passez ce mot encore. Il y aura beaucoup de mots en anglais, je suis désolé ce soir, mais c'est parce que j'essaye de me tenir à cette image. Donc, en tout cas, c'est vraiment, on sent bien que c'est l'idée de faire venir là les plus grands talents du monde sur des thématiques semblables. Donc, comment imprimer
Donc là, c'est sur l'eau. Jean Nouvel répondra, contrairement aux autres, à l'idée d'un village aquatique sous une immense coupole. Donc cette même idée de village, vous voyez, sous un toit fédérateur. Cette coupole fait 180 mètres. Elle filtre la lumière et regardez ce que cela va bientôt donner. Donc on a là vraiment un bâtiment des plus urbains. Donc le bâtiment, même si le musée est fermé la nuit, on peut le traverser. Et je crois que c'est peut-être ça qui a beaucoup changé, c'est qu'un bâtiment n'est plus du tout, oui, il ne tient pas à distance, au contraire, il invite. Alors peut-être que Carlu avait déjà imaginé ça, ici même, dans le palais du Trocadéro, où, contrairement au bâtiment de Davy en 1878, mon prédécesseur a dû très bien vous l'expliquer, comment justement, non seulement évidemment il va se servir de la structure, mais surtout il va créer quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la perspective, l'espace urbain, cette fameuse esplanade des droits de l'homme aujourd'hui. Dans un tout autre contexte, extrêmement contraint, Rudy Ricciotti avait à construire un centre chorégraphique au milieu d'une ZAC des plus terribles. ZAC des plus terribles parce qu'on est dans une région où on fait du néo-provençalisme. C'est vraiment, c'est ça. Les promoteurs nous expliquent que c'est ça la demande, donc il faut faire des toits à la provençale. Donc faire acte de modernité à quelque chose d'assez héroïque. Et notre ami Rudy Ricciotti, qui n'en est pas à son premier pamphlet, ni son premier combat, on se rappelle son texte au vitriol contre le HQE, et bien là a pris position d'une manière presque offensive sur la question de la modernité aura droit de citer à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence est une ville ocre, et bien il y aura ce pavillon noir, parce que le bâtiment s'appelle le Pavillon Noir, c'est donc le centre chorégraphique de Prège-Locage, magnifique bâtiment dont il faut expliquer une chose, car j'ai entendu tout sur le formalisme ou l'expression de la structure. En fait, il faut voir que nous sommes dans un pays sismique, et donc ce que vous voyez là répond à des calculs très précis de résistance sismique. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est fait pour les danseurs. Eh bien, les danseurs, on leur donnait un tout petit bâtiment. Donc, il fallait un maximum libérer l'espace. Donc, ce qu'il a fait, c'est donc mettre la structure en périphérie pour justement dégager les plateaux au maximum. Et ces plateaux libres, il les a donnés aux danseurs qui sont là en relation avec la ville de cette manière-là. Donc, voilà le bâtiment. Et vous voyez autour le skyline des bâtiments de promotion classique néo-provençale qui font florès sous le ciel méditerranéen. Autre acte de modernité puissante, dirons-nous, c'est en plein cœur de cette magnifique ville de Porto, où Rem Koolhaas, sur le sujet de la Casa de Musica, va donc inventer un bâtiment très sculptural qui travaille beaucoup avec l'espace public parce que, évidemment, on est attiré par la forme coupé avec ces pans-là qui répondent à un plan intérieur très très intéressant avec 2 salles qui sont imbriquées, et je vous invite aussi à visiter ce bâtiment. D'ailleurs, je vous invite à les visiter tous, hein. Ils sont tous bien. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le contrepoint avec le sol mou, si on peut dire. On a l'impression que le sol se soulève, et en fait, le sol va contenir des éléments de programme. Donc, il y a les salles, comme toujours, avec cette relation à la ville. Quand le spectacle se termine, on a une vue sur la ville, et puis on est toujours en porosité avec la ville. Il se trouve que sur un autre sujet, les architectes Ibos et Vittard répondront là à un programme hospitalier. Voilà, j'ai au moins un exemple très dérogatoire en tous les sens du terme. Eh bien, on cherchait à intégrer un bâtiment public sur l'espace public et en ouverture totale avec la ville. Alors c'est d'autant plus intéressant que ce bâtiment, qui est financé par les Pièces jaunes, donc sur un programme expérimental, donc la Maison des adolescents, en fait, c'est un joli nom, mais c'est qui cache des drames terribles, c'est la lutte contre l'anorexie, c'est quand même des choses terribles qui touchent la population adolescente. L'anorexie, suicide, enfin voilà, toutes ces tendances terribles. Et donc le professeur Ruffo avait imaginé un projet médical et les architectes ont justement travaillé sur la question de mettre en adéquation ce programme architectural avec le programme médical. Je m'explique. D'abord, il fallait remettre ces enfants dans la ville, j'allais dire dans la vie. Donc, première chose à faire, ouvrir le bâtiment sur la ville. Or, déjà, quand les gens sont suicidaires ou des choses, il faut absolument rentrer dans le milieu hospitalier, on rentre dans une enceinte hospitalière, c'est fermé.
Donc vous voyez déjà, c'était dérogatoire. Ouvrir le bâtiment d'une manière physique. Et quand je fais ce geste, c'est vraiment ça. Il s'ouvre complètement. La deuxième chose, c'est que cette population a perdu le goût de la nourriture. Donc il y avait là au sein de ce bâtiment, par exemple, une école de cuisine avec des très grands chefs. Et puis, dans le programme, il était dit, mais finalement, il faudrait un potager. Et les architectes, plutôt que de mettre le potager devant ce petit jardin sur le boulevard du Port-Royal, ont préféré le mettre en 5e façade. Et là encore, vous verrez que ça va revenir beaucoup, l'histoire de la toiture active, de cette 5e façade, comme on dit dans l'architecture, qui va devenir un élément très fort. Et qu'est-ce qu'on cultive là-haut? De la sauge. Alors, je ne ferai pas une conférence sur les vertus de la sauge, mais il paraît, d'après le professeur Ruffo, que c'est très très important. Donc voilà comment on peut faire un bâtiment ouvert, médical, sur une expérimentation médicale et architecturale et urbaine. Autre exemple, ce gymnase à la porte d'Asnières. Alors la photo est extrêmement trompeuse, elle est elle-même ambiguë. Pourquoi est-elle ambiguë? C'est qu'en fait, elle pourrait faire croire que le bâtiment est au milieu d'un parc. Il n'en est rien, il est coincé entre deux bars, un hôtel et une barre de logement. Après, c'est le périphérique. Donc les architectes là ont travaillé sur justement comment faire émerger quelque chose sans que ce bâtiment est enterré. Et comme ils étaient coincés, comme il y avait notamment la 5e façade, la toiture allait être beaucoup vue, ils ont travaillé d'une manière très sculpturale, avec un dessin très très fort sur cet élément. Mais ça serait uniquement du design et du graphisme, mais ce qui est très important, c'est de voir comment tout cela apporte de la lumière à l'intérieur. Donc voilà comment un bâtiment peut être quasiment... déjà, il refuse la banalité, on le voit, il est dans une convivialité avec ses voisins, et puis il va ne rien céder aux exigences fonctionnelles. Donc on voit bien qu'on peut répondre aux trois. Autre exemple sportif, le stade de la Licorne à Amiens. Alors, le stade de la Licorne à Amiens, il est en périphérie, c'est-à-dire en peine on sort de l'autoroute, on tombe dessus, si je puis dire, on le voit. Et c'est vrai qu'entre chien et loup apparaît cette magnifique serre. Or, il se trouve que l'une des particularités d'Amiens, ce sont les ortillonnages. Donc il y a quelque chose de très beau dans cette idée qu'un stade de foot ne soit pas un chaudron en béton, spécialement. J'ai rien contre le Parc des Princes, hein, et j'ai rien contre les très grands monuments. Mais je veux dire que là, la stratégie est complètement inverse. Alors évidemment, c'est pas un stade de 120 000 places comme à Barcelone, mais c'est pas le stade du Barça, qui lui est quand même ce bâtiment extrêmement puissant au milieu de la ville, mais il y a là quand même cette idée justement de porosité. C'est pour ça que je vous le cite en exemple. Voilà comment ce bâtiment peut être public et peut être toujours relationnel. Le stade Charletti, d'ailleurs, travaille sur la même idée. Et donc, vous voyez derrière les deux grands monuments, les deux grandes émergences qui sont la tour de Perret et la magnifique cathédrale d'Amiens. Donc voilà comment le bâtiment fonctionne à l'intérieur. C'est donc comme une serre ouverte en totale transparence. Alors il se trouve que la relation au monument, la relation alors là aux antiques, c'est une responsabilité énorme et parfois même écrasante. Et quand le concours a été lancé sur un musée de l'Acropole, des Italiens avaient gagné il y a une dizaine d'années, peut-être même une quinzaine d'années, et le bâtiment ne s'est jamais fait. Il ne s'est jamais fait parce que peut-être qu'ils ne le trouvaient pas assez bien, on n'a pas trouvé les financements. Enfin, je ne saurais pas vous expliquer. Il se trouve qu'un deuxième concours a été lancé et qui a été remporté par Bernard Tchoumi, qui a travaillé justement sur la question de la relation. Lui encore. Évidemment, dans ce dialogue magnifique, alors bien que le bâtiment soit tout en bas, eh bien, comment établir cette relation? Alors rien que ça mériterait une conférence. Hein. J'invite Mireille Gruber à faire venir Bernard Tchoumi pour en parler. Cette relation au monument, un des plus mythiques de notre histoire, est absolument extraordinaire. Et pourquoi je vous le montre en particulier aujourd'hui, c'est que précisément là encore, non seulement il s'appuie sur son histoire, il vient se poser dessus, et la photo en haut à droite vous le prouve, comment le bâtiment vient sur des pilotis pour justement découvrir les ruines, parce qu'évidemment, dès qu'on creusait, on trouvait évidemment quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, déjà, il y a la révélation d'un tissu, et puis la mise en relation. Donc voilà comment le bâtiment ensuite se met, là je vous mets la vision de nuit, mais de jour ça marche aussi, comment il cadre le bâtiment, comment il expose les œuvres et comment il cherche vraiment à établir ce lien. Donc il a une présence forte, contemporaine, et il rassemble, il relie. Moi je rajouterais rassembler, gouverner, relier. Donc transformation,
Chapitre indispensable aujourd'hui, l'essentiel du travail des architectes est sur la transformation. Donc dans la logique de l'extension, le bâtiment public a connu beaucoup de choses. Sur le parc de la Villette, Adrien Finsilberg, qui avait remporté le concours, a justement travaillé sur l'idée d'apporter la modernité. Je me souviens du président Giscard d'Estaing qui avait tout fait pour ne pas que ça se construise, parce que ça ne lui allait pas. Bon, finalement, ça s'est fait, ça s'est construit, et cette géode, donc vous connaissez la fonction, est l'objet emblématique de ce site, de ce musée des sciences. Je l'ai mis parce que vous allez voir qu'il y a une petite série sur la boule ou sur ce qui se met au-dessus. Donc on voit qu'on va sursignifier les monuments, parce que le nouveau programme va amener à ça aussi, mais quand Jean Nouvel hérite de ce lieu magnifique face à Mansart, donc au cœur de la ville de Lyon, eh bien il va intégrer le nouveau programme de l'opéra, évidemment en travaillant en gardant les façades, et Dieu sait qu'il n'est pas dans le façadisme, mais il pense que cette image est extrêmement forte, qu'il ne veut pas la changer, mais il faut la faire évoluer. Et dans les salles dessus, évidemment, il va réussir par la structure que vous voyez, est en fait une salle suspendue qui va éviter que le bâtiment ne subisse parce qu'il y a le métro qui passe en dessous, toutes les vibrations et tout ça. Donc techniquement, c'était déjà une grande performance, et il vient se glisser exactement dans les habits du passé d'une manière très intéressante. Il se trouve que Norman Foster, idem. Souvenez-vous du Reichstag tout à l'heure, mais là, ça c'était donc l'éphémère, c'était l'installation d'un artiste. Là, il s'agit de construire le lieu de la démocratie dans la ville réunifiée, dans cette qui était l'un des plus grands chantiers de toute l'Europe. Eh bien, Norman Foster a transformé ce bâtiment, là aussi mythique, avec cette double idée que c'est pas pour construire spécialement une coupole. Il y en avait une déjà avant dans le bâtiment ancien, mais au contraire il l'a exacerbé. On voit aussi là que rassembler, gouverner, on est complètement dans l'icône allemande de tout ça. Mais il a rajouté une dimension complémentaire, qui est celle d'être dans le partage, c'est-à-dire que ce n'est pas un bâtiment qui est uniquement habité par les parlementaires. Vous visiteurs, vous n'êtes pas allemand et vous pouvez y rentrer, et dans ces cas-là, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, vous rentrez dans ce système et il vous invite à une promenade avec 2 escaliers qui se croisent. C'est assez extraordinaire. Et donc c'est une promenade architecturale où il vous met en relation avec la ville, il vous fait prendre conscience de l'importance de la modernité et l'importance de cette réunification. Donc vous donne un sens physique, tout en vous donnant au centre la vision sur la salle du Parlement. Donc il y a là l'idée de la transparence. Vous voyez, donc ce sont des choses très fortes sur gouverner, rassembler, mais aussi toujours partager, donner à voir. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose de très hybride, toujours ambigu. Les mêmes toujours posés sur le toit. Donc pour la transformation de cette centrale électrique sur Bankside à Londres, donc Herzog et de Meuron avaient gagné le concours pour la Tate Modern sur l'idée de la transformation de ce bâtiment. Ils étaient quasiment les seuls à transformer, j'allais dire, en détruisant le minimum. On pourrait même dire qu'ils n'ont quasiment rien détruit. Ils ont simplement accéléré la mutation de ce bâtiment, qui est un monument extraordinaire. Hein. Donc cette grande poutre de verre est une poutre qui va évidemment irriguer en lumière les salles qui sont en dessous, mais aussi vous offrir des services, je veux dire restaurants, cafés et autres, qui vous mettent en relation avec Londres. Et c'est quand même assez intéressant. Donc la fameuse Turbine Hall est devenue la grande salle de l'expérimentation, quand je dis la grande salle au sens monumental du terme, puisque là vous avez Louise Bourgeois notamment au premier plan, qui vient absolument avec Calder derrière, voyez la monumentalité de l'espace. Donc ça, c'est le grand espace central, qui est l'espace où Léa Four-Eliasson, enfin tous les artistes sont venus s'exprimer là-dessus. Il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont déjà dans la phase 2 de ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est comment ils l'expriment. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur la question, en effet, des boîtes, qui est le futur siège de Vitra, autre institution en Allemagne, et sur ce thème, justement, des boîtes qui s'entrecroisent
Donc ça, c'est le projet qui d'ailleurs a été refusé. Et ils ont dû revoir leur copie et on fait un bâtiment qui est inspiré de ça, mais qui n'a pas cette expression formelle. Mais voilà comment, là, il y a une accélération de l'icône, de la représentation du bâtiment public. Voilà. Les mêmes architectes, en situation de construire la Philharmonie de Hambourg en Allemagne, participent donc à ce qu'on appelle Hafenstadt. C'est donc la ville-port va devenir, et est en train, parce que c'est pas va devenir, c'est vraiment à l'œuvre, l'un des plus grands chantiers architectural aujourd'hui. Donc déjà, c'est une très très belle ville, bien qu'elle ait été pas mal détruite évidemment pendant la guerre, mais il reste des bâtiments très très forts, dont cet entrepôt qui est en dessous, dont les architectes sont servis comme base pour ériger cette forme. Donc là, on a une sorte de... Évidemment, on peut penser au vaisseau fantôme, on peut penser à beaucoup de choses de l'opéra, mais là, on voit comment le signe va être... là, on est dans une dramatisation, dans une force libre. On n'est pas du tout dans le registre de la Tate moderne, où, au contraire, il y avait le minimalisme total pour faire juste ce qu'il fallait pour signifier que le bâtiment, là aussi, était attracteur la nuit avec cette poutre de verre. Là, au contraire, ce sont des grandes formes et à l'intérieur des choses aussi intéressantes en termes de mouvement. Alors, travailler au contact du bâtiment ancien, travailler à partir du bâtiment ancien, s'il y a bien un bâtiment civil, j'allais dire un peu classique et référencé, c'est le Reina Sofia, le bâtiment blanc, sur une grande place face à la gare à Madrid. Et quand Jean Nouvel a dû faire son extension, eh bien lui, il a travaillé justement sur quasiment reproduire cette monumentalité. On voit comment il est venu s'insérer. Donc là, la contextualité du bâtiment à côté ne lui a pas intimé l'idée qu'il fallait absolument reproduire la rythmique des fenêtres, mais en tout cas d'en garder le gabarit, absolument. Et il a établi cette grande toiture qui avance, et ça, on le reconnaît bien, qui va toujours rassembler. Ça, c'est un truc qu'on voit, c'est assez récurrent dans son travail. Et donc, voilà comment on peut travailler, on le voit, sur l'extension de l'image du bâtiment civil, tout en affirmant une contemporanéité sans faille. Il se trouve qu'en ce moment, un chantier sur la modernité, parce qu'il n'y a pas que le patrimoine, ça peut être aussi moderne. Donc le patrimoine moderne, là, il s'agit d'un magnifique bâtiment de Roland-Simounet à Villeneuve-d'Ascq, donc qui est le musée d'art moderne. Donc c'est un bâtiment des années 60-70, plutôt 70, et aujourd'hui, son extension pour accueillir une collection d'art brut a donc fait l'objet a été plutôt le sujet d'un grand concours délicat, difficile. On s'est aperçu que finalement, agrandir la modernité n'était pas plus facile qu'agrandir, j'allais dire, un bâtiment de la Renaissance. C'est pas plus facile du tout. Donc là, d'une manière un peu biomorphique, Manuel Gautran a proposé comme des grands bras qui viennent enlacer le bâtiment. Donc le bâtiment de Roland-Simonet est un bâtiment très rythmé, très calme, et le bâtiment de Manuel Gautran vient justement travailler sur l'idée d'être en fusion totale avec le site et d'être surtout très enraciné. Donc le bâtiment n'émerge pas, il reste exactement dans les mêmes lignes et il vient un peu d'une manière organique, je disais tout à l'heure même biomorphique, venir se connecter, embrasser ce bâtiment. Donc autrement, en termes de façade, ce sont des coques de béton percées, avec des motifs qu'on pourrait juger décoratifs, là encore, mais qui servent à irriguer. Donc ce sont des moules. Le béton était spécialement moulé comme ça pour sortir du lisse et imprimer quelque chose. Autre lieu, autre démarche, quand l'école d'architecture de Val-de-Seine a été promise pour ce site de l'Est parisien à côté de la Grande Bibliothèque de France et sur un site du savoir ou des grandes universités, Paris 7, et c'était déjà installé dans les Grands Moulins et puis la halle aux farines de Nicolas Michelin, la transformation de la petite halle de la Sudac, donc patrimoine industriel de Paris, qui fournissait en air comprimé toute la ville, posait une vraie question.
comment faire une école d'architecture, en plus une des plus grandes. Donc obligatoirement, il y avait un rapport de force entre les deux masses. Hein. Là, l'extension allait devenir comment imprimer le fait, comment renvoyer l'image institutionnelle d'une école d'architecture, qu'est-ce que ça devait être. Je rappelle que par exemple à Nancy, vous avez une école magnifique, conçue comme un cloître. L'école de Vacchini est une école très rythmée. Ça, on a l'impression que justement, elle ne cherche absolument pas le contact avec la ville, elle cherche absolument pas le contact avec l'eau, et Dieu sait que les bords de l'eau sont beaux avec ces jardins d'eau traités par Alexandre Chemetov depuis. Il y avait quelque chose là de rationnel. Donc c'était assez flagrant de voir comment ce bâtiment, quand on a travaillé, quand je dis cloître, c'est au sens... on est dans la réflexion intérieure, on est dans la réflexion tout court, et on ne cherche pas la porosité avec la ville. Là, c'est un peu le contraire, bien que ce bâtiment, il y a eu pas mal de polémiques sur mais pourquoi avoir fait un bâtiment aussi monumental. Donc monumentalité, j'ai répondu par le programme. Mais en effet, ce ne sont pas des boîtes de verre empilées. C'est un principe le projet, je le résumerai peut-être comme ça, métaphore de la ville, est lui-même très complexe. Donc il y a un travail d'architecte, un travail d'auteur extrêmement fort, et qui établit une relation très forte avec le bâtiment ancien qui est devenu la grande bibliothèque dans la partie haute, et en bas les salles d'exposition. Alors je vous ai mis cet immeuble mixte assez au pied de la Tour de Bretagne à Nantes. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'est une perception. Alors vous voyez comment le pouvoir, parfois, ou plutôt l'institution, peut se cacher. Et elle s'est cachée entre un décathlon au rez-de-chaussée et puis des logements. Donc voilà comment un bâtiment public vient se greffer entre deux couches de privé. Et voilà, ça aussi c'est une tendance, la tendance à la mixité. Donc voilà, c'est un peu anecdotique, mais très dans la tendance aujourd'hui. Venons-en maintenant aux nouvelles géométries, le bâtiment public comme source d'expression. Alors, là, on aurait pu faire même la conférence que là-dessus, mais comme l'idée c'était plus de placer les choses en termes d'idées, je ne voulais pas rester sur la question purement architecturale, et j'allais dire même pour certains stylistique. La médiathèque de Vénissieux remplit un rôle social très important. Vénissieux, c'est 80 tours. 80 tours, c'est là où, il y a 20 ans, avait commencé le fameux rodéo des banlieues. Donc l'idée était de dire, tiens, une nouvelle médiathèque, premier réflexe, c'est la mettre au pied des tours. Eh bien non, le maire a eu la bonne idée de dire non, ça ne sera pas au pied des tours, on va au contraire amener les gens, notamment c'est de la population très jeune qui sont dans toutes ces tours, à revenir, à reprendre goût à la ville, sous-entendu ancienne, puisque la médiathèque fait l'interface en quelque sorte entre la ville traditionnelle et puis la forêt de Tours qui est sur la main. Et le projet de Dominique Perrault, qui est quelqu'un qui travaille vraiment sur la géométrie, toute son œuvre est toujours territoriale et géographique, travaille justement sur cette idée de porosité. Alors vous allez me dire, on ne le dirait pas parce que la façade pourrait vous faire imaginer que ce sont précisément une sorte de boîte de conserve ou quelque chose d'assez défensif parce que la population serait soi-disant dangereuse ou un peu énervée. Eh bien pas du tout, puisqu'il y a tout un travail très subtil sur le panneau qui est justement respirant. Et quand je dis respirant, c'est pas uniquement pour des questions thermiques, mais c'est aussi pour des questions de vue. Donc quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans l'univers du livre, mais vous ne perdez jamais contact avec la ville. C'est ça toute la subtilité. Autre bâtiment, un peu sur le même thème, nous sommes à Léon, une des villes magnifiques d'Espagne sur le chemin de Compostelle, où les architectes Montilla et Tuñón ont réalisé le Moussac. Le Moussac, c'est le musée d'art contemporain. C'est un musée sans collection, absolument sans collection, et donc c'est un musée qui accueille, rassembler, accueillir, on voit les idées. Donc ils l'ont traité comme un container d'art. Et je pense que l'image qui est là, exprime bien cette idée de l'empilement des containers, avec un travail constructif absolument extraordinaire, car tout est fait avec une seule poutre. C'est une poutre déclinée de différentes manières, de façon. Donc il y a une économie de projet absolument phénoménale et qui va créer un groupe, on dirait cluster en anglais, de salles
de salles qui vont justement permettre aux commissaires des expositions de prendre 1, 2, 3, 4, de regrouper ou d'isoler comme ils veulent. Voilà. Donc ce bâtiment, ça c'est sa fonction, mais il a une autre vertu, c'est qu'il crée un espace public. Donc au lieu d'être simplement un empilement de containers, comme certains pourraient le penser, il crée un espace que vous sentez venir là en fait l'espace se creuse, la boîte se creuse et devient accueillant. Et il se trouve qu'il y a même des gens qui viennent faire des photos de mariage devant au lieu d'aller devant la cathédrale, c'est assez amusant. Alors, liberté formelle évidemment, et tout n'est pas uniquement dans cette rythmique dont je vous ai parlé. Il y a aussi ce mouvement fort, puisque si on parle d'icône, en voilà une autre. Voilà une icône moderne, forte, en plein centre ancien. Alors là, il y a quasiment quelque chose de l'ordre de la provocation, diraient certains. En fait, c'est la ville de Graz qui, quand elle a été capitale de la culture en 2001, a en effet, si je puis dire, osé l'architecture et l'a osé en son hypercentre. Alors, c'est pas en face de la cathédrale, mais c'est quand même sur le fleuve, au milieu d'un quartier, vous voyez, qui est quand même assez traditionnel. Et ce bâtiment de Peter Cook et Colin Fournier travaille justement comme un blob. Voilà, donc ça c'est une tendance qui est peut-être un peu dépassée aujourd'hui, on est passé peut-être à autre chose, mais malgré tout, elle a beaucoup existé et elle représente aujourd'hui le bâtiment contemporain au cœur de la ville de Graz. Sur le même thème des références organiques, de la fluidité, des choses qui renvoient toujours au mouvement, et à l'homme dans l'architecture, eh bien, le dernier bâtiment de Richard Rogers pour l'aéroport de Barajas à Madrid, le Terminal 4, est tout à fait intéressant. Donc on retrouve évidemment son goût pour la couleur, qu'il avait exprimé notamment au Centre Pompidou, et dans pas mal de bâtiments. Mais au-delà de ça, il y a toujours cette expression de la structure d'une manière extrêmement forte. Donc là aussi, l'identification va être ça. C'est-à-dire que l'aéroport ne va pas être donné comme un signe fonctionnel uniquement, mais aussi quelque chose de l'ordre du plaisir architectural, du plaisir de la forme. Et donc, un travail d'ingénieur extraordinaire. Je vous rappelle cette fameuse phrase de Peter Rice qui disait « l'architecte crée, l'ingénieur invente ». Donc évidemment, ces tenants de l'architecture qu'on disait avant high-tech sont complètement là-dedans. Ils travaillent au plus près des ingénieurs qui vont donner possibilité à ces formes. Ils vont donner, il y en a un qui imagine, et on se rappelle de Rem Koolhaas qui, quand il avait travaillé avec Cecil Balmond, là c'est une maison privée, donc ça n'a rien de public, mais quand même il y a la même complicité qui est recherchée. Il disait « I want a flying box ». Et donc Cecil Balmond avait imaginé, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est joli, mais il va bien falloir la faire voler, la boîte. Donc il avait réussi à donner corps à l'idée. Donc voilà comment, à l'intérieur de l'aéroport, le travail, en effet, absolument magnifique sur, là on pourrait dire, la glorification de la structure qui crée un paysage intérieur. Donc ça crée un paysage extérieur, ça crée un paysage intérieur. Donc là, il y a une très grande cohérence. Et évidemment, je vous passerai tout le volet écologique parce que ce n'est pas l'objet de la conférence ce soir, mais c'est évidemment un bâtiment qui correspond à toutes les normes et qui justement travaille sur ces questions de lumière naturelle, flux, dans tous les sens du terme. Autre exemple d'exacerbation de la structure, et à quelques encablures de la cathédrale de Barcelone, le Mercat Sant Caterina, des architectes Miralles et Tagliabue, et précisément sur le thème de comment intégrer, comment raviver un petit marché de quartier, en faire un objet architectural fort et intégrer une résidence de personnes âgées au passage. Donc c'est un bâtiment extrêmement important qui, je vous ai mis qu'une image puisque je voulais rester sur ce discours structurel. J'aurais pu vous parler de la 5e façade puisqu'évidemment le bâtiment est vu par tout le monde et il est traité d'une manière très graphique, très décorative. C'est une sorte d'Arcimboldo des temps modernes où tous les fruits et légumes sont un peu pixelisés. Donc on retrouve cette idée de fusion et d'imbrication. Et là, vous avez ce bâtiment donc, qui du petit bâtiment, j'allais dire de proximité, est devenu quasiment une cathédrale du commerce. Donc là, c'est assez intéressant comment on va justement inverser les codes. Il se trouve que ça, alors vous l'avez tous vu à la télévision, l'été dernier, ça passait en boucle lors des Jeux Olympiques,
évidemment le nid d'oiseau, comme on l'a appelé, des architectes Herzogenaurach d'après un concept d'un artiste, Ai Weiwei, est précisément l'icône des icônes. C'est-à-dire que dans les nouveaux espaces de la ville chinoise, il fallait absolument avoir le lieu du rassemblement. Donc là, c'est à la fois en même temps le lieu et on pourrait dire, ça renvoie à la question du pouvoir, comment la Chine se présente au monde, comment sa modernité. Donc en effet, le concept est peut-être suisse, Herzogenaurach, mais tout l'acier et tous les matériaux seront chinois et la mise en œuvre sera chinoise. Donc c'est là, il y avait un double défi de réaliser évidemment ces jeux brillamment comme ils l'ont fait, et puis d'avoir... Là, on pourrait parler aussi de cathédrale sportive, quelque chose qui renvoie à ces questions, à ces efforts structurels. Et là, vous comprenez le mot ambiguïté, il est clair. C'est-à-dire que là, même dans le bâtiment d'Herzogenaurach, il y a des éléments qui ne sont pas porteurs. Donc on voit bien qu'ils jouent sur le porteur et sur le non-porteur, tout ça pour porter l'image et la rendre encore plus claire, l'image du nid d'oiseau. Ceci crée entre la structure et les gradins qui sont derrière un entre-deux absolument phénoménal. C'est comme si vous pénétriez au milieu d'une forêt. Donc il y a quelque chose de l'ordre du plaisir aussi. Vous voyez, le bâtiment public va devenir un lieu avant tout, vous voyez, qui va être un lieu de rassemblement, un lieu de, finalement, le Colisée romain, c'était ça. Donc voilà comment, d'un peu plus près, la structure est tissée. Je crois que le mot serait assez juste. Quand je vous tissez, les fils sont très larges. C'est du méga fil, fil d'acier, en tout cas prouesse structurelle, prouesse esthétique. N'ayons pas peur de ce mot. Et il se trouve que sur le site olympique, d'autres architectes, en l'occurrence australiens, l'agence PTW, a réalisé, lui, le stade nautique qui est à côté. Et là, ce qui était très intéressant, c'est de voir comment les deux bâtiments publics rentraient dans un dialogue à la fois de forme et de peau. Dans un cas, la peau, c'était la structure. Ça, c'est le cas Herzogenaurach. Et dans le cas des architectes australiens, la peau est précisément ces nouvelles membranes. Donc, justement, ils ont été sur ce qu'ils appelaient le water cube, qui était justement l'idée de filtrer la lumière d'une manière très, très belle à l'intérieur du stade nautique. Donc voilà, vous voyez qu'on peut avoir des expérimentations techniques sur la question du bâtiment public. Et il se trouve qu'à Barcelone aujourd'hui, dans les nouveaux quartiers du Poblenou, où le Nouvel a construit la fameuse tour Akbar, il y a, appelons-le le petit Beaubourg du centre, c'est pas le centre Pompidou qui s'installe là-bas, mais je prends cette référence à Beaubourg comme un bâtiment qui va s'appeler là-bas médiatique, dans le nouveau quartier qui s'appelle Arrobas 22, qui est un bâtiment des jeunes architectes Cloud9 qui travaillent précisément sur un bâtiment tout acier avec ces structures textiles. Vous voyez, cette structure comme des coussins. Donc on voit comment le bâtiment public, là, va travailler sur les nouveaux habits tout en ne cédant rien, évidemment, à son intelligence structurelle. Donc on voit qu'il y a beaucoup de recherches. Et évidemment, ces bâtiments-là, quand on les prend tous en série, on pourrait se demander ce que c'est vraiment. Vous voyez, c'est ça aussi l'ambiguïté. De la même manière, Dominique Perrault s'était ingénié à Berlin quand il avait gagné le concours pour le grand complexe olympique du temps où Berlin voulait les Jeux olympiques en l'an 2000, à travailler sur la disparition. Donc là, le bâtiment public va disparaître. Il va disparaître au profit d'un paysage. On est dans l'ex-Allemagne de l'Est, on est dans l'ex-Berlin-Est, et il fallait absolument reconquérir un territoire. Donc le bâtiment va afficher un front unitaire extrêmement fort, avec une seule peau. La peau, ça va être le tressage de métal à une très très grande échelle. Donc vous avez deux équipements forts, le Vélodrome, qui est ce bâtiment circulaire, et puis dans l'arrière-plan, vous le voyez, ce carré qui est la grande piscine olympique. Et les deux vont être dans un dialogue très, j'allais dire, non pas formel, mais géométrique, et l'entre-deux est planté de 1000 pommiers qui créent un espace public très... j'allais dire, très rythmé, et il se trouve que même en Allemagne, on s'est aperçu qu'ils ne suivaient pas les chemins, qu'il y avait des chemins de traverse très intéressants. Donc ça a créé dans le paysage quelque chose. Ouais, voilà. Donc voilà comment un bâtiment public peut aussi jouer sur la carte de la disparition. Donc là, on a quelque chose de très intéressant. À l'inverse, d'autres architectes veulent
au contraire exacerber la forme. Le bâtiment de Nick Grimshaw pour l'aéroport de Séoul, construit il y a 3 ans, est exactement là-dedans. Donc on est là dans une forme, là encore, vous voyez, biomorphique, iconique, avec des éléments high-tech. On sent qu'il y a énormément d'argent dans ces équipements, mais là n'est pas le problème, c'est pas un jugement moral que je porte, c'est juste pour dire, on voit bien que l'idée, on se soucie peu de l'économie du bâtiment. Au contraire, on va exprimer d'une manière extrêmement forte la structure. L'Opéra de Pékin est en face en face la cité interdite est un bâtiment qui va jouer aussi sur la question de la géométrie. Donc c'est une bulle de titane, appelons-la comme ça, très, très, très forte, posée sur l'eau. Et évidemment, la bulle ne dit rien de son contenu. Là aussi, il y a ambiguïté. Ce bâtiment déroge complètement à tous les codes d'un théâtre classique. Vous en conviendrez. Mais c'est pas pour ça qu'il y a une polémique sur le bâtiment. D'ailleurs, s'il se trouve que donc on pénètre dans le bâtiment en traversant sous l'eau par un passage, et vous ressortez, et là vous avez 3 salles et 3 volumes, une grande salle et 2 petites, et évidemment qui créent un espace urbain à l'intérieur. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir fait venir la ville à l'intérieur, mais j'y reviendrai dans quelques instants. D'autres architectes travaillant sur cette peau unique, unitaire, par exemple, ça c'est un centre de contrôle des bus, dans une zone assez improbable, à Thiers, où généralement aucune architecture ne peut jamais émerger. Il y a juste des boîtes, vous savez, de commerce ou de choses comme ça, la banalité à longueur de kilomètres. Et il se trouve qu'ils ont travaillé justement sur une expérimentation sur la peau avec un béton à haute résistance, le ductal, et donc le bâtiment avec sa peau, on pourrait presque dire d'éléphant, la peau grise, et a des incrustations de métal qui font évidemment rentrer la lumière sous cette carapace. Donc on voit que tout ce travail est tout à fait intéressant, mais il y a une tendance beaucoup plus forte qui est celle de qui dit bâtiment public dit espace public. Donc cet esprit civique dont nous parlions dès le départ sur gouverner, rassembler, aujourd'hui, je pense, et peut-être que la fin des icônes, puisqu'on sent qu'il y a quand même une déperdition, que la crise va peut-être enterrer la mode de l'icône, va amener à des bâtiments qui vont être plus en relation. Donc la bibliothèque François Mitterrand, construite en 1995 par Dominique Perrault, peut-être a initié cette tendance. Pourquoi l'a-t-elle initiée? C'est qu'on lui demandait de faire un monument, on lui demandait de faire une bibliothèque, il aurait pu faire une enceinte complètement fermée. Et puis, vous étiez visiteur, vous alliez aux horaires, vous étiez chercheur, vous avez peut-être des horaires un peu aménagés, voilà, ça aurait pu être complètement fermé. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bâtiment. D'abord qu'il enterre pas mal dans son socle, il intègre la forêt ensuite, donc là il y a vraiment comme un échantillon naturel, donc il amène de la nature dans la ville, ça c'est un autre sujet mais il est quand même très très important, et puis surtout il va ouvrir cette grande esplanade qui a longtemps été déconnectée du tissu urbain et qui aujourd'hui grâce à la passerelle de Feistinger est complètement connectée à la ville. Donc on voit bien comment ce bâtiment a, au-delà de ses emmarchements, et donc il a travaillé sur les 2 codes à la fois sur j'affirme que la Bibliothèque de France est un bâtiment et la plus grande bibliothèque de France. Donc il l'affirme, donc il joue la carte complètement du monument, et en même temps le monument, et là ça renverrait assez au bâtiment où nous sommes aujourd'hui, donc au Palais de Chaillot, c'est le monument très fort, et en même temps l'espace public. Donc il y a là quelque chose, vous voyez, qui va faire des petits, ou alors tache d'huile. À Yokohama, la gare maritime de cette ville japonaise, en face Tokyo, avait fait l'objet d'un concours avec 800 architectes du monde entier qui se sont battus pour avoir cette commande. Et il se trouve que les architectes qui ont gagné sur une idée extrêmement forte d'un bâtiment qui est, avant d'être une gare, est un espace public. C'est-à-dire que la fonctionnalité du bâtiment va disparaître
au profit d'un espace public. Si vous n'êtes pas voyageur, si vous n'avez pas pris votre ticket pour prendre le bateau, vous pouvez totalement profiter du bâtiment. Donc cette cinquième façade va devenir une cinquième façade active, et d'ailleurs qui accueille des tas d'événements, à la fois théâtre, mode, présentation de voitures et autres. Et vous voyez la complexité du bâtiment, absolument extraordinaire. Donc entre ciel et eau, eh bien, il y a des entre-deux. Et donc dans ce bâtiment, cette complexité a donné lieu à un des bâtiments, ou je dirais même un projet majeur et très emblématique. À une beaucoup plus petite échelle, mais toujours sur le thème des transports, Zaha Hadid a aussi travaillé sur la question justement de la continuité de l'espace public, de la continuité tout court, on pourrait dire. Quand elle a eu la commande d'une manière très dérogatoire en France de ce pôle de tramway, il n'y a pas eu de concours. Elle a été appelée en tant qu'artiste, entre guillemets. Le musée d'art moderne voulait absolument que le long du parcours du tramway, il y ait toujours des œuvres d'artistes. Et pour avoir absolument Zaha Hadid, elle a donc été appelée comme artiste. Sinon, évidemment, il aurait fallu faire un concours. Ça, c'est le cadre juridique des choses. Maintenant, la détermination de la ville à justement intégrer des œuvres sur l'espace public a amené cet architecte qui est vraiment, dont vous connaissez l'œuvre, entièrement dédiée à la question du mouvement, à justement ne pas faire de distinction et surtout pas de frontières. Je disais tout à l'heure, gommer les frontières entre le parking et la gare, entre le tramway et les bus, parce que c'est ça un pôle intermodal, c'est-à-dire que c'est un bâtiment, on pourrait dire, extrêmement civique, on pourrait dire presque éco-responsable, on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui vous incite à laisser votre voiture parking à la limite de la ville, aux confins de la ville et de la campagne, et de profiter de ce qu'on appelle la mobilité douce aujourd'hui, joli nom, pour justement vous infiltrer dans la ville. Et c'est absolument extraordinaire. Ce bâtiment est très emblématique donc de cette tendance aujourd'hui à faire des bâtiments responsables, et aussi d'une manière très forte, très formelle. Donc là, l'œuvre travaille sur la continuité. Donc c'est comme si l'asphalte se soulevait et devenait structure. Donc comme très intéressant à l'intérieur, justement, après, tout est extrêmement dessiné, extrêmement graphique. Donc on voit que là, elle remplit complètement son rôle d'œuvre en tant que telle. Il se trouve que tout récemment, Marc Barani a gagné l'équerre d'argent pour ce bâtiment, le pôle multimodal du tramway à Nice. Donc c'était la même commande, mais à une plus grosse échelle. Et en fait, ce bâtiment est totalement ambigu. Parce que, justement, il ne joue pas de la question du monument, bien que, on va le voir, et il est avant tout urbain. C'est avant tout un bâtiment sur la question des flux. C'est avant tout un bâtiment qui naît du programme. On pourrait presque dire que, vous connaissez la célèbre phrase de Sullivan, la forme suit la fonction. Non, là, c'est la forme qui suit le flux. Voilà. Et ce flux des gens et ce flux des tramways va amener justement l'architecte à travailler sur le thème du lien. Donc le bâtiment est situé au pied d'une cité de logements qui était très excentrée sur les hauteurs de Nice. Après, c'est l'autoroute. Après, il n'y a plus rien. C'est l'autoroute, la topographie est tellement forte qu'il n'y a plus rien. Donc c'était quasiment ce qu'on appelle un délaissé urbain. Et c'était assez amusant, c'est que les logements, quand je demandais mais quel architecte a fait les logements qui sont dessus, ils sont de Carlu. C'est quand même drôle, vous voyez, que comme quoi tout est lié. Et justement, ce sont des bâtiments blancs, très très bien dessinés. Et donc cette cité était très loin, et les gens, je ne sais pas comment ils faisaient, ils avaient des bus où ils prenaient leur voiture pour descendre en ville, si ce n'est à la mer. Donc cet équipement de tramway est un équipement mixte, puisque à la fois il y a la gare, mais aussi les ateliers. Donc le centre de maintenance est intégré, et tout ça crée une complexité extraordinaire. Alors, je me rappelle d'une phrase de Renaudie qui disait « La complexité, ce n'est pas une maladie, hein, mais c'est le signe même de l'évolution ». Je crois qu'il avait terriblement raison. Donc voilà, je lui rends hommage au passage à travers l'œuvre d'un de ses confrères. Mais cette idée, ce projet de Barigny est un projet absolument extraordinaire qui vient se lever dans les infrastructures. C'est comment transformer une infrastructure en architecture. Donc vous l'avez vu d'une manière très artistique, Zaha Hadid, et là vous le voyez d'une manière peut-être un peu moins artistique, bien que beaucoup d'artistes aient travaillé dessus, dont Angel Leccia. Mais là, il se trouve qu'un bâtiment qui va structurer.
et tout en jouant avec la topographie et en tirer parti. Autre projet dans cette même veine, l'Opéra d'Oslo, qui est un chef-d'œuvre des architectes Snohetta. Alors pour vous situer, les architectes Snohetta sont des jeunes architectes qui avaient gagné un concours. Ils n'étaient pas connus, ils sortaient de l'école, ils se groupent et ils gagnent l'un des plus grands concours, un des concours mythiques, la Bibliothèque d'Alexandrie. Donc vous imaginez, vous êtes jeune architecte, vous n'avez rien construit et vous gagnez la Bibliothèque d'Alexandrie. Donc ça a été la première histoire. Je ne vous la montrerai pas là parce que le bâtiment là est pour le coup un monument, est purement un monument. En revanche, quelques années après, il gagne un autre concours non moins important, peut-être un peu moins mythique, sauf pour les Nordiques, mais qui est l'Opéra d'Oslo. Donc l'Opéra d'Oslo, pourquoi je vous en parle, c'est qu'il fait partie de ces bâtiments qui participent à la reconquête des territoires urbains. Nous sommes là dans un lieu industriel avec des containers, un lieu vraiment ce qu'on appelle un délaissé. À gauche de la photo, c'est l'autoroute. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas accéder à ça. Ils ont mis une passerelle pour y arriver, mais avant qu'on construise, personne n'allait au bord de l'eau, personne. Ils allaient ailleurs, mais ils ne pouvaient pas accéder. Donc là, il y a vraiment une démarche urbaine de requalification. Et en fait, ce bâtiment est emblématique exactement comme le fut le musée de Guggenheim de Bilbao, pour les mêmes raisons. C'est comment transformer des lieux industriels en lieux attractifs, des lieux culturels. Et, alors ça c'est la première chose, démarche urbaine, mais sur le plan de la stratégie de projet, encore une fois, on leur demandait, exactement comme Dominique Perrault qui devait faire une bibliothèque, là on leur demandait de faire un opéra. Et qu'est-ce qu'ils commencent à faire ? Ils commencent par faire un espace public. Donc le bâtiment que vous voyez là est en fait un bâtiment qui est d'abord entièrement un espace public. C'est-à-dire que toutes les façades sont accessibles. Et donc, c'est vraiment un hommage à la fonction oblique. On pourrait même dire au passage, hommage à Claude Parent. Vous savez qu'il y avait beaucoup milité pour cette fonction oblique avec Paul Virilio. Donc là, on en a vraiment la construction à grande échelle de ce principe. Donc le bâtiment est, vous voyez là, la grande cage de Seine, donc il ne perd rien de ses vertus fonctionnelles, mais va être avant tout un espace de partage. C'est que même là, quand il n'y a pas de représentation, et même si vous n'êtes pas consommateur d'opéra, vous pouvez là encore profiter du bâtiment et profiter de ce point haut qui vous donne évidemment des terrasses sur la ville et des vues diversifiées. Donc on voit bien comment là on peut mettre, j'allais dire, l'habitant en mouvement, le citadin en mouvement avec un bâtiment public. Donc le bâtiment public va devenir là, il ne s'agit plus de gouverner ou de dire la culture, un peu comme l'Opéra Bastille qui vient se planter et en plus moche, en plein milieu, là, très fort, très puissamment. Non, il s'agit au contraire de partager, de faire venir des gens qui, un jour peut-être, auront envie de pousser la porte. Donc ça, je trouve ça remarquablement intelligent, sauf que ça marche, et ça renverrait quelque peu à une sorte d'iceberg qui serait sorti de l'eau. Donc ce bâtiment, voilà comment il est à l'intérieur, il est sur le thème de la porosité. Donc vous avez à gauche cette partie en bois, qui évidemment va abriter la très très grande salle. Et donc tout est, d'un côté, vous êtes toujours en relation avec l'eau, de l'autre côté avec la ville, et les plans inclinés sont ni plus ni moins l'espace public. Donc vous voyez les gens qui marchent. Donc voilà un bâtiment qui est vraiment sur le thème du mouvement. Ce bâtiment qui est en cours de finition aujourd'hui à Rio, donc à toute autre latitude, la Cidade della Musica de Christian de Porzampar, est lui aussi un bâtiment qui participe à la reconquête urbaine. C'est un bâtiment qui rentre dans ces stratégies de requalification. Donc au milieu de nœuds d'autoroute, eh bien, dans des quartiers de condominium où tout le monde prend sa voiture, il va créer un espace urbain. Il va créer justement ce qui était rupture va devenir couture. Donc le bâtiment est un immense bâtiment de 200 mètres de long, tout en béton, qui va limiter ses points d'accroche au sol pour dégager, comment dire, un espace public à 7 mètres de haut qui va remettre le public en relation avec l'environnement qui d'un côté est les montagnes, ces magnifiques collines de Rio, et de l'autre côté la mer. Donc il va sortir absolument le public de l'enfer autoroutier pour l'amener dans quelque chose de beaucoup plus aimable. Et en dessous, ça va permettre de laisser filer un jardin de mangrove fait par un paysagiste extraordinaire. Il se trouve qu'un autre bâtiment va bientôt se construire à Paris sur le même thème, la Philharmonie, et là aussi de Jean Nouvel aux limites du parc de la Villette, là presque sur le périphérique. Et le bâtiment, lui aussi, alors c'est là aussi tendance
très très forte, est en hommage à Claude Parent. Jean Nouvel, qui a en effet fait ses armes chez Claude Parent, a dédié ce bâtiment à Claude Parent. Donc on voit bien là qu'il revendique l'héritage sur cette fonction oblique et plus généralement sur cette idée de continuité de l'espace urbain dans un bâtiment. Donc on voit bien comment un monument devient hybride, comment je parle sur le plan formel, vous voyez comment ce bâtiment n'est pas qu'une coque. Vous voyez, qu'aurait pu être, si on prend par exemple l'Opéra de Pékin et la Philharmonie de Paris, vous voyez, les stratégies de projet sont très différentes, alors que les deux travaillent sur la question urbaine. L'un, par un esprit de découverte, on vous amène en dessous pour découvrir et un peu faire dramatiser la découverte, et là, au contraire, d'afficher très clairement la continuité et de créer des différents balcons. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Donc une affaire de stratégie, vous l'avez bien compris, faire entrer la ville. Je crois que maintenant il est très clair. Alors excusez-moi, je cite beaucoup Jean Nouvel, mais c'est difficile de faire sans. Hein. Le palais de justice, institution s'il en est, institution structurante de la reconquête de l'île de Nantes, est l'icône contemporaine de cette transformation. Le bâtiment est un bâtiment qui, lui, alors là pour le coup, va absolument chercher le classicisme absolu et va même revendiquer non pas là un hommage à Claude Parent, mais un clin d'œil à Mies van der Rohe avec un travail sur la trame extrêmement rigoureuse et un jeu sur le carré. Donc le bâtiment est très rythmé. Et si je vous ai montré cette photo, c'est surtout pour vous montrer comment il se met en connexion avec l'espace public, qui est une nouvelle passerelle spécialement créée de Barthaud et Barthaud. Ça, c'est le premier plan. Et ensuite, continuité de l'espace public, le parvis est incliné, il amène au bâtiment. Et comme vous le savez, palais de justice, il y a un code auquel on ne peut jamais déroger, c'est la salle des pas perdus. Donc la salle des pas perdus devient un espace urbain qui en plus est là très contextuel et qui renvoie d'une manière très métaphorique avec les eaux noires de la Loire. On voit bien qu'on se perd là-dedans. Alors il y a des gens il a beaucoup effrayé ce bâtiment, on a entendu des polémiques terribles et autres, mais néanmoins on ne peut nier la force du projet urbain et la force esthétique. Donc il y a un projet très radical où tout est noir, ou à l'exception des salles d'audience qui sont rouges. Mais on voit ce jeu, regardez la géométrie, la puissance des géométries, la porosité avec l'extérieur. Voilà comment un bâtiment public affirme alors là le pouvoir, et il affirme aussi très clairement sa relation à la ville, c'est-à-dire ne jamais être en situation de pouvoir sans avoir une relation à la ville. C'est en cela qu'il est vraiment très urbain, très civique. Autre exemple en milieu universitaire, l'éducatorium d'Utrecht de Rem Koolhaas aux Pays-Bas est un bâtiment très intéressant, très expérimental sur la question du pli. Alors on pourrait faire toute une thèse, si vous voulez, pour une prochaine conférence, on fera quelque chose sur le pli avec Deleuze, comment Deleuze a inspiré les architectes, mais là c'est pas l'objet ce soir, donc je vais m'en tenir à cette question de comment un bâtiment public peut tirer la ville à l'intérieur, et vous sentez que dans ce pli, il se passe quelque chose, c'est pas uniquement pour faire un pli, c'est pas uniquement pour faire un plan incliné. Vous voyez quand même que le plan incliné, le pli, la porosité, c'est des choses qui sont partagées par différents architectes qui ne sont pas du tout dans les mêmes écritures. Et à l'intérieur, vous avez ce bâtiment qui, justement, va créer cet espace urbain tiré et va devenir un lieu, on pourrait presque faire là du roller. Hein. Je ne sais pas comment les jeunes pratiquent cet espace, mais évidemment, ils ne le font pas, parce que je les ai vus, en fait. Ils s'y installent, c'est très confortable, c'est agréable. Vous voyez, ça enveloppe, c'est une sorte d'effet cocooning, et en même temps d'effet de lien, c'est-à-dire que vous avez la ville qui rentre, et puis après, on vous amène dans la salle. En fait, c'est un mouvement formel qui vous ramène à l'espace de cours. Le même Rem Koolhaas, dans une autre géométrie, la géométrie urbaine de Berlin, a réalisé cette ambassade des Pays-Bas. Donc s'il y a bien là quelque chose de l'ordre du pouvoir et de la représentation, c'est bien une ambassade. Vous jouez la carte de votre pays. Et en plus, vous l'intégrez dans un pays étranger. Donc la question de l'identification de ce bâtiment est importante. Or, précisément, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce bâtiment, franchement, n'a absolument pas l'air d'une ambassade. On pourrait penser tout autre chose. Ça pourrait être le siège d'une entreprise, ça pourrait être tout. C'est bien simple, tout. Alors c'est intéressant de voir qu'il se permet de jouer, contrairement à Jean Nouvel qui sur le palais de justice va au contraire rentrer exactement dans la logique, j'allais dire de la dramaturgie de la justice. Ici c'est autre chose. La question de la représentation va être complètement différente. D'abord il va intégrer les logements
des gens. Donc, il va travailler sur un cube, la géométrie urbaine très stricte, quasiment parisienne, c'est-à-dire les gabarits, les choses, tout. Et dans ce petit cube, eh bien, il va les vider d'une manière très conceptuelle et pour justement créer du mouvement. Alors, il va me dire, il n'a pas de place, il crée un vide, il crée du mouvement. Eh bien oui, c'est ça le génie de Rem Koolhaas à Berlin, c'est que précisément le cube va devenir, j'allais dire, au sens intellectuel, la limite. Il va les vider, il va faire rentrer la ville par une sorte de rampe qui va servir évidemment pour la voiture de l'ambassadeur, mettre les parkings au centre et faire venir le public. On va me dire, une ambassade, on ne rentre pas comme ça, mais néanmoins, on a cette idée. Alors par exemple, cette boîte qui sort, qu'est-ce que c'est, hein, et pourquoi le fait-il? Alors, ce sont des pratiques des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on ne prend pas le temps de déjeuner. C'est intéressant. Alors, le bureau de l'ambassadeur, c'est la salle de travail de l'ambassadeur avec ses collaborateurs. Comme ça, ils ont l'impression d'être sortis. Hein, c'est comme ça que la stratégie. Alors, ça paraît une blague, mais c'est assez intéressant sur le plan conceptuel parce que tout le reste est sur le thème de la trajectoire. Donc, cette fameuse ville, ce fil urbain qu'il tire, eh bien, il va l'embobiner à l'intérieur du bâtiment. Et vous le voyez sur la photo de droite, où le bâtiment sort parfois, et donc il y a des porte-à-faux. En fait, ce sont toujours des promenades, des balades. De 7 niveaux, il en fait quasiment 14. Vous voyez, il travaille sur les entre-deux. Et donc crée une diversité. L'ambassadeur m'a même dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas il le dit comme ça, qu'il ne prend plus l'ascenseur, il prend toujours la trajectoire, la promenade, tellement c'est bien. Bon, vous voyez. Donc voilà un bâtiment bien vendu par son utilisateur. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant dans ce projet de Rem Koolhaas, c'est que au-delà de cette idée de faire entrer la ville dans le bâtiment, c'est justement pour être en relation avec la ville. Donc, à chaque fois, il cadre les choses. Vous avez sur la photo de gauche comment il cadre sur la télévision, qui est quand même le symbole de Berlin-Est avant. Hein, c'était cette tour de la télé sur Alexanderplatz. Eh bien, il a justement prévu un cadre. C'est que vous montez un escalier et vous avez le bâtiment. Il aurait pu très bien la gommer, faire autre chose. De la même manière, la grande poutre de verre qui est en porte-à-faux est quasiment en contact visuel, en tout cas, d'un bâtiment nazi. Parce qu'il part du principe que ça, c'est l'histoire de Berlin. Un bâtiment nazi à gauche, des bâtiments soviétiques à droite, c'est ça l'histoire de Berlin. Donc il vient se couler, et donc c'est en cela qu'il est extrêmement contextuel et extrêmement urbain. Sur la grille non moins rigide de l'université de Jussieu, donc d'Édouard Albert, les architectes périphériques avaient la difficile tâche et haute responsabilité de rajouter quelque chose. Alors, ils ont rajouté quelque chose d'exogène. Alors, on pourrait dire, oh là là, crime. Mais il faut évidemment faire évoluer la grille, et cette grille, donc en respectant les gabarits, en respectant tout, eh bien, va devenir sur le même thème. L'idée, d'ailleurs, que Édouard Albert avait très bien prise dans pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne seraient pas de Paris, qui ne connaîtraient pas Jussieu. Jussieu est une université qui sait se soulever pour laisser passer l'espace public, pour laisser établir ces relations, hein, de créer une sorte d'agora couverte, magnifique, toujours être dehors, dedans. Donc l'idée, eux, ils ont tiré le principe au maximum et ont travaillé le bâtiment exactement comme un espace, on pourrait presque dire commercial. Et c'est là où il y a ambiguïté par rapport... C'est que là, vous pourriez être dans l'univers d'un centre commercial ailleurs. Or, c'est une université. Donc, on ne voit pas pourquoi une université, ça ne serait pas ludique. On ne voit pas pourquoi une université, ça ne serait pas un lieu où les gens se rencontreraient. Donc, ils ont fait ce lieu... voilà, où il y a, avec l'expression une expression, si ce n'est formelle, mais en tout cas de couleurs très fortes, affirmées, un peu trendy, je vous l'accorde, mais qui est quand même un lieu de convivialité extraordinaire. À Turin, sur un lieu extrêmement vivant qui s'appelle Porta Palazzo, Massimiliano Fuksas a construit ce bâtiment qui est sur les vestiges des anciennes glacières de la ville. Donc, les glacières ont quelques siècles. Et donc ça, c'était la pièce à conserver.
Dès lors, comment on revenait à l'idée un peu de Tchoumi, il y avait des pièces anciennes, il fallait être absolument contemporain, et la fonctionnalité de ce bâtiment est justement un bâtiment qui peut accueillir des expositions, des débats, tout ce qu'on veut, donc un bâtiment très urbain. Or, il se trouve que ce Porta Palazzo est un lieu de marché. C'est un très très grand marché à l'échelle de la ville de Turin. Donc le bâtiment, là aussi, va tirer l'espace public et va en faire un thème de développement intérieur. Donc le bâtiment devient un lieu de promenade où vous avez, évidemment, ces promenades desservent des salles où il y a plusieurs activités, des lieux d'exposition, vous en voyez quelques-unes, là c'est une exposition sur le design qui était en place. Donc voilà comment un bâtiment, tout en révélant comment dire, la mémoire du lieu, qui était la mémoire des glacières qu'on voit, comment on fabriquait la glace à l'époque, eh bien, va créer un paysage contemporain à l'intérieur, extrêmement urbain, et toujours sur le thème du flux. Il se trouve que l'école d'architecture de Nantes n'est pas sur une autre logique. L'école d'architecture, rappelez-vous de celle de Borel tout à l'heure, qui cherchait à trouver un dialogue et comment arriver à faire une greffe contemporaine avec l'usine. Là, on est dans cette fameuse île de Nantes où vous avez vu qu'il y a quelques instants le palais de Jean Nouvel. Et ici, école d'architecture, les architectes vont donc saturer le terrain, vont prendre tout le terrain, vont aller aux limites du terrain pour faire un bâtiment qui va prendre tout et qui va, alors qu'ils auraient pu peut-être par exemple reculer, faire une esplanade, tout ça, non, au contraire, ils vont considérer qu'il faut faire rentrer la ville dans le bâtiment. Donc ils vont créer ce paysage de rampe qui va précisément amener au toit, là encore, cette idée que la cinquième façade est une façade active, est un lieu urbain. C'est-à-dire que l'école d'architecture, je reprenais l'exemple de Vacchini tout à l'heure, d'un lieu fermé, là c'est tout le contraire, le lieu est en porosité totale avec l'extérieur, il joue en plus d'une manière structurelle, de manière très intelligente, avec des différences, c'est-à-dire que vous avez une structure béton dans laquelle vient une structure acier, ce qui crée des entre-deux et qui gère tous les espaces thermiques et qui crée aussi énormément de surface en plus. Et tout ça pour le même prix. Donc il y a une intelligence économique, une intelligence urbaine, et il y a une volonté surtout de ne pas déconnecter une école d'architecture de ses racines urbaines. Donc voilà comment un bâtiment public peut participer de la vie de la métropole. Il se trouve que, là aussi, Norman Foster... À chaque fois, les architectes sont très différents. Là, quand on va faire Norman Foster, je ne dirais pas qu'ils n'ont rien à se dire, mais ils sont sur des planètes tellement différentes. Devait construire l'hôtel de ville de Londres. Alors, vous voyez l'icône derrière, l'icône du Tower Bridge. Évidemment, quand vous construisez un hôtel de ville, là, il s'agit, vous parlez de pouvoir, vous parlez de gouverner, vous parlez de rassembler. Tout y est. Hein. Donc là, il ne s'agissait pas de transformer un bâtiment comme le Reichstag, il s'agissait d'implanter un nouveau bâtiment. Donc il l'a fait d'une manière très organique, comme une sorte de coquillage. Mais surtout, ce qui est intéressant, et là encore, on retrouve le principe du Reichstag, c'est qu'il va construire une promenade autour, c'est-à-dire que vous, en tant que contribuable ou même simplement touriste, vous pouvez participer de la vie du bâtiment et, là aussi, voir comment les parlementaires travaillent. Voilà. Donc ça, pardon, ce n'est pas les parlementaires, c'est les édiles locaux. Mais ça, c'est, vous voyez, une idée très très importante, comment un bâtiment devient absolument perméable, transparent. Ça, c'est une tendance très forte. Je vous ai mis cette petite image parce que voilà, c'est un bâtiment public. Vous voyez que c'est quand même très inspiré, qu'il est quand même depuis, ça c'est ce qu'on appelle en Espagne les fosteritos. Et ce fosterito est en fait une bouche de métro à Bilbao, car il n'y a pas que le Guggenheim à Bilbao, il y a bien d'autres bâtiments et des choses aussi qui sont en sous-sol. Et ça, ce sont les émergences. Donc rappelez-vous de Guimard, des stations de Guimard. Et là, vous avez une station très high-tech et très organique, inspirée des coquillages de Norman Foster. Restons en Espagne avec cette bibliothèque de quartier. Donc là, on travaille bien sur la question de la proximité, comment un bâtiment public peut donc inviter. Donc c'est sur les friches on fabriquait des bonbons. Là, c'est dans les quartiers à côté du Raval à Barcelone. Eh bien, les architectes ont voulu absolument révéler l'espace public, c'est-à-dire que tout ce terrain, il était hors de question de faire une grande bibliothèque imposante. Donc, le bâtiment commence par une sorte de dent creuse qu'ils ont occupée, et puis, eh bien, ils sont venus se glisser sur les contours du bâtiment pour ne pas consommer l'espace public et au contraire pour le créer.
Donc ça, c'est quand même très très intéressant. On voit comment ils travaillent d'une manière extrêmement forte, affirmée sur le plan de l'architecture, du design, et même là, ils ont eu la mission complète sur l'ensemble du projet, donc très très intéressant. Hercer sont des figures parmi les meilleurs architectes espagnols, catalans. Ils vont avoir un projet en France qui s'appelle le musée Soulage, que nous présenterons bientôt ici à la fin de l'année. Donc voilà à l'intérieur comment justement on travaille à la fois sur les questions de protection solaire et passage public, espace public. Donc cette idée de porosité, j'insiste, hein, j'espère ne pas trop me répéter, c'est plutôt l'idée d'enfoncer un clou pour vous montrer à preuve à l'appui que c'est vraiment à l'œuvre, que c'est quelque chose qu'un bâtiment aujourd'hui, public, est avant tout un bâtiment urbain. Alors évidemment, ça ouvre le champ des nouvelles typologies, d'où ces hybrides qui émergent. Alors il y en a un qui est juste en face de chez nous, quand même, le musée du Quai Branly, je dirais pas que c'est un non-musée, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est avant tout un jardin. Et ça, c'est très important à le dire, c'est-à-dire que c'est d'abord l'espace public qui a géré le projet. C'est-à-dire que c'est l'espace public à 100% sur lequel un musée va venir, et il va venir en pont. Donc la volonté de l'architecte, là, est d'abord de donner un espace public et de poser le bâtiment dessus. Vous voyez la différence, l'attitude. Alors après, il y a le travail sur la collection et tout ça, on ne va pas rentrer dans ces débats, mais j'insiste sur cette question du premier bâtiment paysage à Paris, c'est celui-là. Autre bâtiment, aucun paysage, si ce n'est un paysage plutôt industriel, c'est à Augsbourg. Augsbourg, c'est la ville de Volkswagen en Allemagne, où vous avez les cheminées de l'usine qui émergent, où Zaha Hadid a construit une sorte de musée des sciences, appelons-le comme ça, au sortir de la gare. Donc le bâtiment, là pour le coup, affirme d'une manière extrêmement puissante, c'est le contraire de celui-là qui va rentrer en fusion avec le paysage, celui-là va au contraire affirmer sa puissance, sa physicalité, comme dirait un certain Rudy Ricciotti, mais surtout, il va, et c'est pour ça que je vous en parle, il va décoller, si puissant soit-il, il va décoller la masse du sol pour créer un espace public. Et là, ça devient aussi intéressant, car ce n'était pas au programme, c'est quelque chose que l'architecte veut absolument créer, et Dieu sait que ce n'est pas un pays spécialement ensoleillé, on a besoin de se protéger. En Allemagne, c'est le premier réflexe, n'est pas de se protéger du soleil, mais malgré tout, de créer un espace public, où d'ailleurs, pendant la Coupe du Monde de foot, c'est là qu'ils avaient mis le grand écran. Donc ça veut bien dire que l'espace est déjà reconnu, utilisé. Donc voilà comment un espace public, certains l'ont fait sur le toit, vous l'avez vu, eux l'ont fait en dessous. Vous voyez que de Zaha Hadid à Snohetta, finalement, la démarche est la même, c'est faire toujours rentrer la vie dans le bâtiment. Alors, le Fuksas, qui a fait ce Porta Palazzo, a eu à gérer une commande incroyable, qui est de faire un bâtiment de plus d'1,7 km. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui va devenir une rue. C'est la Fiera di Milano, c'est-à-dire imaginez Villepinte, l'intégralité du site. Alors comment intégrer, il aurait pu faire un bâtiment uniquement fonctionnel avec des grandes halles magnifiquement construites et qui prennent bien la lumière. Lui, il l'a travaillé entièrement en termes de paysage, et vous voyez là, quand même, et c'est pour ça que j'ai mis cette photo aérienne, comment on a ces émergences, ces compressions, les références sont très climatiques, très géographiques, et dans l'arrière-plan, vous aurez les Dolomites. Donc entre la ville-centre et l'arrière-plan des montagnes, il crée son propre paysage pour ce lieu d'exposition. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qu'il va faire, eh bien, c'est précisément de faire que la rue va structurer le bâtiment. Et cet immense bâtiment, cette rue d'1,7 km, va devenir le lieu un espace public à part entière, car même si vous ne payez pas pour entrer, vous pouvez traverser tout pour aller de l'autre côté. Donc on voit bien comment aujourd'hui les bâtiments publics ont cette fonction ouverte, c'est une sorte de retour sur investissement du contribuable, on pourrait presque dire, où il va pouvoir profiter d'un bâtiment même si celui-là est fermé. Donc c'est un principe très intelligent avec deux rues suspendues. Il y a la rue où les gens ont payé leur billet, et puis la rue centrale qui est la rue qui est connectée au métro, puis au parking, qui est l'immense parking qui mène à l'aéroport de Malpensa derrière, et qui va justement permettre ces connexions urbaines. Alors évidemment, il y a aussi ce clin d'œil à la Galleria, la fameuse Vittorio Emanuele, célèbre, qui est dans tous les livres, vous connaissez donc. Mais là, c'est à une autre échelle.
Bâtiment, là aussi, sur la question, vous voyez, vous sentez ces connivences de forme. Voilà comment des architectes, Jacob et McFarlane, ont travaillé sur la transformation de bâtiments industriels absolument hideux, qui s'appelaient Saint-Maclou à un moment, et qui, en fait, étaient des vulgaires boîtes. Et quand la question s'est posée de savoir ce qu'on allait en faire, ces architectes-là ont voulu absolument, après un très bon diagnostic de la structure, on dit l'architecture est peut-être moche, en tout cas, la peau est moche, mais les os sont absolument extraordinaires. La rythmique, et c'est la première utilisation en béton à Paris à cette échelle industrielle. Donc, et les bâtiments étaient très longs, ils faisaient presque 1 kilomètre de long au départ. Donc, c'est assez intéressant de voir que cette même idée de linéarité, les architectes là ont fait ce qu'ils appellent un plug over, c'est-à-dire que c'est le contraire de pull over, plug over, c'est qu'on va donc mettre une structure sur une autre structure qui va rajouter donc cet espace public en porte-à-faux sur l'eau et qui va créer évidemment des nouvelles sensations, des nouvelles relations avec l'espace public. Et évidemment, tout ça mène à quoi? À une 5e façade, évidemment active, évidemment porteuse de programme. Donc on voit bien comment, à partir d'un institut de la mode, qui était la commande première, on a introduit de la mixité et surtout, on a fait venir la ville dans le bâtiment. L'exportation, ou plutôt l'antenne du centre Pompidou à Metz par Shigeru Ban, en cours de finition aujourd'hui, est un bâtiment qui exprime, rien que dans son image et son icône, l'idée ambiguë. Cette ambiguïté dont je parlais, là, l'ambiguïté, elle est formelle. C'est-à-dire qu'on a des boîtes avec vous voyez, le mélange de formes, ces choses, à la fois du radical et du vernaculaire biomorphique. Il y a tout dedans. C'est quand même assez intéressant que ce bâtiment est conçu comme une synthèse formelle. Alors, on peut le prendre comme ça. Mais ce qui est très intéressant aussi, et d'ailleurs beaucoup plus intéressant, c'est comment il établit une relation à la ville. D'abord, sous les grands, appelons ça un chapeau, beaucoup ont dit que c'était un chapeau chinois, mais l'architecte est japonais, sous les rebords du chapeau, il y a espace public. Il y a cette idée de créer quelque chose de toujours protégé, d'être toujours dehors-dedans. Les grands canons que vous voyez, ces grandes fenêtres-là, sont précisément des choses qui vont relier ce site un peu excentré à côté de la nouvelle gare du TGV au point fort de la ville, la cathédrale, les lieux centraux, les icônes. Donc on voit bien comment ce bâtiment va se reconnecter d'une manière visuelle en mettant le public en relation avec ce qui fait l'histoire de la ville de Metz. Donc ce bâtiment a quelque chose de terriblement urbain, au-delà de sa question qui pourrait être simplement, mais attendez, c'est simplement formel. Voilà le bâtiment en question. Donc là, vous avez la partie radicale. Donc la prochaine fois, je vous montrerai la partie chapeau. Alors, pour finir, la question qu'on peut se poser, c'est, quand on a vu tout ça, justement, toutes ces ambiguïtés, on a bien compris que le monument était aussi la ville, que tout ça maintenant était complètement ensemble. Mais n'y a-t-il pas un abus de monumental? Alors, j'ai dit tout à l'heure que, évidemment, l'icône était un peu en perte de vitesse. Mais on continue à construire des trucs incroyables. Regardez ça. Ça, c'est à Valencia. Valencia, alors, elle a commandé à l'architecte, certes, c'est l'enfant du pays, mais enfin quand même, voilà, un musée, un opéra, un aquarium, et j'en oublie, il y a 5 bâtiments. Regardez, c'est absolument extraordinaire dans le délire formel. Vous avez là quand même l'expression de toutes les formes. On pourrait presque faire une conférence rien qu'à partir des choses qui sont... Alors Santiago Calatrava est un architecte ingénieur qui a créé des bâtiments absolument extraordinaires et qui est obsédé par la question organique. Il fait des croquis, des oiseaux, des choses, comment le cubitus, le radius, tout ça. Il est toujours là-dedans. Donc lui, et après, il passe à l'échelle 3D et monumentale. Donc là, à droite, vous avez le musée des sciences, au centre, l'aquarium, au fond, l'opéra, pour vous situer les choses. Tout ça crée une sorte de scénario urbain absolument fou, une sorte de parc d'architecture sur le thème du délire. Donc voilà les choses avec cet escalier. Vous voyez, on se demande à quoi il sert cet escalier, mais il est très monumentalisé, c'est vraiment une pièce d'architecture. Voilà quand même peut-être là, il y a peut-être abus du monumental. On pourrait se poser la même question pour Herzog et de Meuron. D'une certaine manière. Quand ils font le Forum de Barcelone, donc qui vient très bizarrement ponctuer
Donc ça, c'est bien. C'est quasiment dans la stratégie classique de mettre le monument dans la perspective de la diagonale d'El Mar, la fameuse diagonale de Cerdà. Eh bien, quand ils arrivent au bord de la mer, il faut un bâtiment qui va justement boucher la vue. Donc là, on peut se dire, mais attendez, mais il faut être un peu, quand même, c'est spécial, c'est pas possible, Herzog de Meuron, c'est quand même d'immenses architectes. Mais il faut quand même, là, expliquer qu'il y a un parti d'urbanisme de, évidemment, cacher les voitures et tout, et le sol se soulève. Donc le bâtiment, avec tout ça, est venu. Donc le bâtiment, in fine, ça s'appelle la diagonale de la mer, mais n'ouvre pas sur la mer visuellement. Il faut passer derrière, il y a un espace public, et puis. Mais voilà peut-être, là, un bâtiment qui n'est peut-être pas spécialement à sa place. Donc là, la monumentalité, c'est peut-être là, elle n'était peut-être pas là à mettre. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Autre question, et toujours sur la question de la pointe, voilà un bâtiment qui a du mal d'ailleurs à sortir de terre à Lyon. Musée des Confluences porte bien son nom, c'est à la confluence de la Saône et du Rhône. Donc c'est sur ces territoires en complète reconquête où les architectes Coppi-Meulblau ont dessiné ce bâtiment qui va évidemment être le signal. Là, il était demandé à l'époque de la commande que Lyon voulait son Guggenheim. Il était clair qu'il fallait que ce soit... Donc là, il y avait vraiment une demande d'icône. Là, ils ont été servis. Ils ont une icône extrêmement forte, puissante. Voilà, après... il y a tout un travail sur des rampes. Ils ont travaillé aussi sur l'idée, parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter, il ne faut jamais s'arrêter aux images, il faut toujours traverser les bâtiments. Il faut même, quand ils ne sont pas encore construits, il faut aller voir comment ça fonctionne. Eux, leur souci, c'est précisément aussi de tirer la ville à l'intérieur. Donc c'est un principe sur le plan oblique à l'intérieur. Donc vous voyez que ce plan oblique, c'est quelque chose qui revient vraiment très très souvent. On pourrait se poser la question de la même manière sur l'espace public. Regardez comment Westart, donc Adrian Reuss, sur Rotterdam, c'est un poète de l'espace urbain. Eh bien là, eh bien non, il a travaillé de manière extrêmement sculpturale. Ce sont des pièces. Hein. Et en fait, ce sont des grands balanciers, ce sont des projecteurs. Et donc, il a travaillé sur la question de la lumière. Donc là, voilà une monumentalité. Voilà, et en effet, ça bouge, je vois ce mouvement, je confirme. Et donc, vous avez un multiplex en face, le bâtiment gris, et cet espace urbain est donc structuré d'une manière extrêmement forte par des pièces monumentales. Donc là, c'est une question. Je ne porte pas de jugement dessus, mais je questionne. Hein. Dans la ville de Rotterdam, la même, et un peu plus loin, voilà au contraire comment on travaille sur l'icône, un maximum. Et quelle serait l'icône de Rotterdam? Si je ne vous ai pas montré cette image, qu'est-ce que vous m'auriez dit? Je ne sais pas, j'ai posé la question un peu trop tard, mais en tout cas, s'il y a bien une icône magnifique, c'est l'Erasmus Bridge de UN Studio, donc où Van Berkel a travaillé justement sur l'imaginaire des ponts. Hein. C'est un pont qui se soulève, et en même temps qui renvoie à des choses. Il y a beaucoup de ponts en harpe comme ça, des ponts comme ça, magnifiquement haubanés, qui sont... Et là, il y a un seul morceau qui tient l'ensemble. C'est absolument magnifique. Donc là, on pourrait dire qu'au contraire, ça a beaucoup de sens. Dans le paysage chinois, dans le CBD, le Central Business District, il s'agissait de construire le siège de la télévision chinoise. Alors, s'il y a bien quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir, c'est bien le siège de la télévision chinoise. Donc, le CCTV il y a 42 chaînes, et il fallait inscrire ce bâtiment dans le paysage nouveau, évidemment, quand je dis nouveau, au sens cette modernité que la Chine voulait absolument afficher lors des Jeux Olympiques. Le bâtiment est aujourd'hui terminé, mais je vous l'ai mis justement à cette époque chantier, parce que déjà, la structure telle qu'elle était montrait un peu la folie de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a quand même là une puissance formelle absolument incroyable, très forte, et qui se justifie par l'espace urbain. Donc d'un côté, on a l'espace urbain chinois qui peut appeler dans une forêt de tours et autres quelque chose de l'ordre de la reconnaissance, car il s'agissait que le siège de la télévision ne soit pas banalisé, qu'on ne puisse pas le confondre avec le siège de je ne sais quelle firme. Donc là, la télévision, on ne risque pas. L'arche, la grande arche, et en fait, c'est pour ça que je parle d'hybride et d'ambiguïté, est une non-tour. Le tour est en fait une boucle. Rem Koolhaas parle de loop en anglais, qui veut dire vraiment boucle. Et la boucle est, on pourrait presque dire, non pas déconstruite, mais
fabriquée. On pourrait aussi dire que la tour qui est derrière est la jambe manquante de cet exemple, parce que le complexe ne se limite pas à ça. Donc voilà un exemple de monumentalité qui là est exprimé et même appelé, suscité, non pas par une commande spécialement, quoique, mais surtout par le paysage chinois. Le paysage chinois, le voilà. Et là, ce n'est pas un travail d'architecte, c'est un travail d'ingénieur, mais quand même, quand on voit ça, le fameux échangeur qui traverse le Huangpu à Shanghai est quand même une pièce extraordinaire. Donc là, il n'y a pas abus de monumentalité, c'est au contraire la contextualité qui amène à être monumentale. Sinon, un, fonctionnellement, ça ne marche pas. Deux, ça, c'est l'expression de la modernité chinoise. Alors, pour rester dans le thème du siècle, et ça sera ma dernière image, je vous ramène en Espagne, à Madrid, où vous montrez que sur le thème du cercle, de très jeunes architectes justement travailler à la fois sur la modernité, bien sûr, sur la monumentalité, évidemment, sur une certaine ambiguïté, car ils ont végétalisé cette monumentalité. Alors on se souvient du fameux château d'eau de Port-Zampar à Marne-la-Vallée. J'aurais pu commencer, mais je ne voulais pas commencer dans les années 70, sinon il fallait une conférence très longue. Mais quelque part, ça renvoie à ça. C'est un acte très fort, fondateur de la ville de Marne-la-Vallée dans les années 70. Ici, ces jeunes architectes, qui s'appellent Ecosystema, ont travaillé sur un système d'espace public, justement, écologique. Donc on voit comment, là, la monumentalité peut être au service, au contraire, de quelque chose d'aujourd'hui, plus que dans l'air du temps. C'est une nécessité à être écologique. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir dans ces banlieues de Madrid, où il y a toutes ces expérimentations sur le logement, et bien ces expérimentations sur l'espace public. Donc voilà c'était ce soir cette idée de l'ambiguïté du monument à la ville. Je vous remercie.